Bienvenue aux choses qui n'intéressent peut-être que nous. Comme vous pouvez le voir sur votre écran si vous regardez la version vidéo, vous n'avez pas votre équipe de héros habituelle, mais quand même, beaucoup de monde mérite. C'est-à-dire Mathieu Aligny, comme toujours, moi. Et notre invité pour nous parler de XCOM Camera Squad, Thierry. Bonjour Thierry. Salut les gars, comment ça va? Ça va pas pire. Je vais, ça va confinement et j'ai mis des pantalons pour la première fois de la semaine, mais ça va Nice. pas pire. On est honoré. Ben, j'ai réalisé que j'ai comme tic que je ne peux pas faire de vidéoconférence sans pantalon. Tu trouves ça awkward? Ouais, c'est comme si je serais au courant de Ouais, quelque ouais. chose que toi, t'es pas au courant, genre. Mais je comprends ce que tu ressens. Tu sais, moi, je travaille à distance à tous les jours, puis on dirait que si je fais pas ma routine normale de comme m'habiller et faire tous mes trucs, je suis pas capable de travailler en pyjama. C'est ça, je sais pas, c'est trop bizarre. C'est psychologique, c'est la même chose. Même en Ouais. rédaction au doc, puis c'est la même chose à maîtrise. Là. Tu peux pas rester en pyjama toute la journée parce que c'est pas la même productivité. Mm. C'est le feeling. J'ai pas fait d'études supérieures, là, fait que je prétendrai pas que je le connais de première main, mais c'est ça. Il y a des amis qui ont fait leur maîtrise et puis leur doctorat m'ont dit que quand ils sont en période de rédaction, si tu te structures pas, tu vas Ah juste non, jamais finir. oublie ça. Oublie ça. Jusqu'à un certain point, tu te crées des routines pour justement t'amener vers travailler. Puis même chose, faut pas que tu commences à jouer à des jeux vidéo pendant une journée de travail parce que ça devient une habitude, puis ça devient de la procrastination à tous les Ouais, jours. ben, c'est c'est les aléas du travail à la maison, Exact. je dirais. Puis 90% du Québec est en train de le découvrir présentement. Euh, Ceci étant dit, je ne sais pas si on va faire un petit tour de table, commencer par Mathieu, quelque chose que tour de table, pas de table, là, vous allez me dire. Tour de Zoom. Je ne sais pas si vous avez des choses, outre notre sujet principal de la journée, là, qui va être XCOM Camera Squad, là, mais des choses qui vous ont intéressé cette semaine. Mathieu. Ouais, en fait, moi, hier, j'ai écouté 10 épisodes de la quatrième saison de la série The Last Kingdom qui sont Ouais. sortis. C'est sorti sur Netflix. Puis honnêtement, je savais pas que c'était sorti hier. Je pensais que c'était sorti il y a une semaine ou un truc du genre. Mais en tout cas, je les ai tous écoutés d'un coup. Mhm. Mais tu sais, bon, c'est ça. On est à une époque où on sort pas dehors, puis il n'y a pas grand-chose à faire. Fait que quand j'ai vu ça en début de journée, je me suis comme tout claqué la saison complète. Puis j'ai déjà parlé de la série dans le passé. Là. Moi, j'aime bien cette série-là. J'aime encore plus la série de romans sur laquelle c'est basé, qui est une série Mhm. de romans historiques de Bernard Cornwell. Puis je dois dire que la quatrième saison m'a un peu déçu. Je ne sais pas, par contre, si c'est à cause de mes yeux du lecteur avide de la série de romans que j'ai donné un jugement un peu trop sévère à la série, mais ils ont comme fait certains choix scénaristiques. Parce qu'à un moment donné, c'est comme Game of Thrones, la première saison est calquée sur le livre, puis après, ben, ils sont obligés de faire des choix pour couper des personnages, couper des histoires, puis faire des raccourcis, parce que sinon, ça n'aurait pas de Un bon effet sens. domino, là, c'est-à-dire que si tu as coupé à partir du début, ben, tu as des pans complets que tu vas perdre à un moment donné. Exact. Puis là, tu vois, dans la série, ils ont comme fait des avancées dans le temps assez rapides, puis il y avait des choix importants à faire, mais ces choix-là, en tout cas, moi, à mon avis, c'était pas les bons. Là. C'est ça qui m'a déçu dans la saison, c'est qu'à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il y avait des scènes du livre qui étaient mes préférées de toute la série au complet, qui n'allaient jamais se réaliser parce qu'il avait fait des choix. Puis ça m'a vraiment déçu. Mais c'est-tu des choix de scénario ou des choix de production? Parce que ça a été une des graves erreurs Hum, de Game of Thrones dans les dernières saisons. hum. Il y avait des choix de production, là, qu'il fallait accélérer puis mettre fin à ça. Puis probablement que les scénaristes n'étaient pas d'accord avec ces décisions-là. Moi, je pense que c'est juste des choix de scénario. Je pense pas que c'est des choix. Je pense, il n'y avait pas tant d'impact monétaire que ça, mis à part réarranger des scènes. Puis, mais ça aurait pris des personnages de plus, mais les personnages étaient des personnages secondaires qui auraient eu le même temps d'antenne que d'autres qui ont un petit peu plus de temps d'antenne, mettons. Là. Fait mais outre ça, c'est pour ça que j'avais la réflexion toute la journée. Est-ce que je suis trop sévère envers la série parce que j'aime vraiment le livre? Parce que je pense que quelqu'un qui n'aurait pas lu les livres écouterait la saison puis embarquerait pareil dans Il n'y aurait pas de l'histoire. problème. C'est toi, c'est que Non, tu as un souvenir de quelque chose qui manque. exact. Moi, je le sais qu'il y a des scènes que Mhm. j'ai beaucoup aimées qui auraient pu avoir lieu puis qui n'ont pas lieu. Fait que si on outrepasse ça, la saison est super intéressante puis super bonne aussi. Les nouveaux personnages qui sont introduits dans la série aussi sont bien intéressants à suivre. C'est pas une série du niveau de Game of Thrones, là, vraiment pas, mais ça s'écoute bien puis c'est quand même le fun. Ben, en même temps, tu as quand même blasté à travers 10 épisodes, fait que tu n'as pas dû Ouais. t'emmerder minimalement. Là. Non, 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 c'est ça. J'ai été entertainé quand même. Ouais,
C'est beaucoup. C'est beaucoup de long, ces épisodes, si t'aimes pas ça. Des 60 Ouais. minutes. Ouais. C'est des épisodes de 40 minutes. Ouais, ceci étant dit, j'ai quand même écouté 8 saisons de Smallville, puis j'ai haï ça pour mourir. C'est l'entier? Littéralement, il y a un personnage dans cette série-là qui s'appelle Lana Lang. Littéralement, si cette actrice-là parle, j'ai envie de bûcher dans la tête. Parce que tellement je suis plus capable d'endurer juste son ton de voix, puis le fait qu'elle a tout le temps, elle sonne tout le temps comme si elle se plaignait. Ça, c'est la série que la physique est spéciale parce que dès que tu as un accident d'auto, c'est un auto qui prend le champ, un auto qui vire de bord, deux autos qui ont une collision, elles vont exploser. Systématiquement, les autos explosent quand il y a un accident. C'est de la physique. Moi, ce que j'aime dans les séries où est-ce que ils prennent comme prémisse le super-héros réussit à cacher son identité secrète à l'héroïne, là, tu sais, ou à sa blonde ou à quoi que ce soit. Là. Le classique Superman Lois Lane. Là. Tu sais, la quantité de commotion cérébrale que le personnage féminin a reçu. Puis à quel point que maintenant, si tu fais une pichenote trop fort à côté de son oreille, elle doit tomber inconsciente. Quand elle a 40 ans, cette personne-là a probablement des difficultés motrices très importantes qui se développent. Là. Elle peut pas avoir de lumière autour d'elle qui est allumée. Ben non, mais tu sais, c'est parce que Lois Lane, littéralement, tombe inconsciente aux 15 secondes. Là, tu sais, 15 secondes. J'ai dit Lois Lang, mais c'est Lana Lang, le nom du personnage qui me gossait. Mais oui, ce trope-là de super-héros, je pense que. Puis d'ailleurs, la nouvelle série de CW, ils le font, là, mais ils reviennent pas en arrière. Là. C'est-à-dire que rapidement, tous les personnages sont au courant que le héros est un héros. Là. La notion Ouais. d'identité secrète, c'est un des trucs qui, à part pour Batman, là, parce que c'est tellement important dans son histoire, là, mais c'est un des trucs qui a pas pire disparu quand même du médium des super-héros. Même Batman vs Superman ou Justice League, là, qui sont, je l'avouerai, là, pas nécessairement des grands opus, mais tu sais, Lois Lane, dans le premier 30 minutes de Man of Steel, elle trouve Clark Kent. Là, c'est intéressant que c'est un des bouts qu'on n'est plus capable de croire, ça marche plus. Là. Ça, dans les histoires de super-héros, c'est mort. Ben, c'est parce que si le téléspectateur ou si le lecteur lui-même le remarque, puis tu sais, Clark Kent, c'est ça, c'était tout le temps ça la farce, là, la paire de lunettes, le veston, puis c'est réglé. Ça passe plus. Fait que comment, au lieu d'essayer de le vendre, ben, fait juste. Les personnages qui sont autour de lui savent, puis tu viens de régler un gros problème de scénario, puis tu peux avancer avec le gros méchant. Oui, mais ça a quand même duré 70 ans, là, Superman. Là. Ouais. Comme, cette idée-là, que c'était acceptable, puis jusqu'à un certain point, oui, il y avait des blagues, mais il n'y a pas vraiment un questionnement où on ne l'évacuait pas nécessairement du scénario, mais ça a duré quand même 70, 80 ans, comme idée. C'est quasiment un changement de mœurs où on peut se dire que les gens acceptaient ce genre de situation-là, mais qu'aujourd'hui, ça fait comme pas de sens du tout. Là. Ah non, ben, puis surtout avec les télécommunications, puis l'ubiquité de la technologie, ou que ce soit les réseaux sociaux, ou que ce soit les caméras vidéo, là, ça devient moins acceptable. Ça serait intéressant de voir, là, en tout cas, comment que ça s'est fait. Là, comment que c'est sûrement quelqu'un qui a comme, décidé de waster 2 ans de sa vie à écrire un mémoire de maîtrise là-dessus. Toi, Thierry, as-tu quelque chose qui t'a intéressé cette semaine? Ouais, ben, je sais pas si c'était cette semaine ou la semaine passée, mais je sais pas, les gars, si vous. Tu notre invité, hein, tu peux parler du mois dernier, si tu veux. Ouais, c'est ça. Je sais pas pour vous, mais moi, j'ai commencé à jouer à Donjon en ligne sur la plateforme Roll20. Puis le DM, en fait, avec qui je joue, utilise aussi D&D Beyond, qui est une espèce de site là, qui recueille toutes les règles de Donjons et Dragons 5e édition. Puis ils ont rendu disponible des scénarios gratuits pour justement à cause du confinement. Donc, ils permettent là, pendant, je sais pas, je pense que jusqu'en mai, ils donnent accès à leurs scénarios, à certains scénarios, qui sont là, des scénarios de Wizard of the Coast. Donc, en théorie, en vente, là, pour que les joueurs, justement, puissent jouer. Bon, là, il y a la plateforme Roll20, mais il y en a. En fait, tu peux jouer par Discord, tu peux jouer par Zoom, tu peux jouer par téléphone, si tu veux. Fait que je trouve ça intéressant que plusieurs sites comme ça là, se mettent à rendre des trucs disponibles pour la communauté de joueurs. Puis notamment, là, c'est fou. Là, si, moi, je n'étais pas un joueur de Roll20 avant, puis je pense que je ne le serais pas après non plus.
Mais tu vois l'affluence sur le site web, les vendredis soirs, les jeudis soirs, c'est tellement plus lent. Même chose avec Discord, je ne sais pas si vous avez remarqué de votre côté, là, mais tu pars des groupes, des fois ça lâche tout le temps. Vraiment, ces sites-là sont surchargés par il y a des serveurs qui sont très, très, très sollicités par les temps qui courent. Hein. C'est incroyable. Mais je trouve ça intéressant qu'il y ait des sites comme ça là, qui offrent gratuitement des scénarios pour que les gens s'occupent, dans le fond. C'est le fait que ça donne une opportunité de montrer que hey, c'est pas parce que tu n'es pas capable de te rencontrer à l'entour d'une table que tu devrais nécessairement abandonner l'opportunité de jouer à des jeux de rôle. On est rendu à un moment donné où est-ce que technologiquement, on n'a plus vraiment besoin d'essayer de tout le monde se trouver une date où est-ce que ça fit. Là, ouais, exact. Ou un lieu. Ouais, ben surtout un lieu. Ouais. C'est une bonne manière de garder aussi l'activité de jeu de rôle après quand l'âge adulte avance un peu. Ouais, mais c'est drôle, je voyais passer des stats récemment, puis c'est une affaire de comme. C'est tout 15% de chaque tranche de population qui joue à Donjons et Dragons. C'est comme vraiment très bien étendu dans la population. Ça descend à passer 40 ans, là, mais c'est comme tout un 15%. Là. Ouais, je pense que c'est même 25% jusqu'à 25 ans, mais après ça, c'est du 15. Ah, c'est une question de vieillissement de la population aussi. Là. Plus les gens qui ont vécu ça quand ils étaient jeunes vont vieillir puis continuent de le vivre. Même chose avec le jeu vidéo. Là, on continue de vieillir avec nos passions de jeunesse, puis on continue de jouer à ce qu'on jouait avant. Ouais. Thierry pourrait nous en parler plus longuement, là, mais avoir un enfant donne un coup de main pour que tu aies moins de temps de libre. Ben, c'est ça, c'est drôle. Tu disais tantôt, je pense que c'était hors d'onde, mais 25 heures de XCOM, j'ai réussi à en mettre 5 pendant la fin de semaine, puis j'étais bien content. Là. Ben ça, c'est l'avantage de ne pas avoir d'enfant à mon âge, c'est-à-dire que je dispose de 100% de mes revenus de mon temps. Exactement, ouais. Ben moi, j'empiète sur mes heures de sommeil pour jouer. C'est ça la différence. Ben, c'est ça. On fait les sacrifices qu'on peut. Et voilà. Écoutez, on en parle déjà. Je ne sais pas si vous voulez qu'on commence à parler de Chimera Squad, puis au pire aller, on prendra 2-3 croches en cours de route. Allez-y. Écoute, on en parle. Ça a été annoncé. À moins que je me trompe, le jeu a été annoncé en grande surprise le lundi de la semaine dernière. Il était rendu disponible vendredi, la nuit de jeudi à vendredi de cette semaine. Firaxis, qui est ceux qui font Civilisation, ont fait un nouveau jeu, un nouveau chapitre. Un chapitre intermédiaire, donc on le vend pas comme un XCOM 3, mais bien là, comme une sorte de variante. Et ça s'appelle XCOM Chimera Squad. Les joueurs de XCOM, les joueurs de jeux de vidéo à caractère isométrique tactique, là, donc nommé, là, mettons, les fans de Final Fantasy Tactics, les fans des deux premiers jeux de XCOM, plusieurs autres jeux qui sont beaucoup plus vieux aussi, là, vont s'y reconnaître. C'est pas étranger. Ceci étant dit, on remanie la recette du gameplay de base d'XCOM à travers ce jeu-là et on change aussi là, plusieurs choses auxquelles on nous avait habitués. Donc, fondamentalement, ce que c'est XCOM Chimera Squad, c'est après la victoire, donc, qu'on prend maintenant qu'elle est devenue canon, la victoire qu'on effectue après à la fin de XCOM 2. Une nouvelle unité multiraciale, donc incluant des humains, des races extraterrestres ainsi que des hybrides, se sont joints ensemble pour créer une sorte d'unité tactique d'intervention à partir d'un groupe de réclamation, donc un groupe qui s'arrange que la technologie dangereuse extraterrestre ne serait pas aux mains de crime. Et dans ce contexte-là, on va être appelé à intervenir dans ce qu'on appelle la City 31, la ville 31. Somme toute, l'endroit où il y a là, une expérience, si vous voulez, le multiculturel, multiracial dans le monde de XCOM. Ben, on l'apprend dans le jeu, c'est la ville qui était comme là où les extraterrestres, pendant l'invasion, développaient là, les soldats
hybride pour contrôler les humains. Exactement. L'espèce de force policière, en tout cas, plus militaire, là, mais les méchants génériques qu'on tue dans XCOM 2. Exactement. Comme vous pouvez le voir si vous le regardez en vidéo, là, Mathieu est en train de nous passer une vidéo là, du gameplay. On reconnaît le jeu là, XCOM. Ce qu'on voit qui est différent, si vous regardez encore là, la vidéo, vous voyez sur le coin droit, il y a comme une liste de bonhommes et c'est qu'on a modifié un peu la recette en ce sens que chaque personnage individuellement a une initiative et donc ont un ordre dans lequel ils vont jouer et non juste tes bonhommes, puis tu joues tous tes bonhommes, l'ennemi joue tous ses bonhommes, puis il y a comme une sorte d'alternance, toi, eux, toi, eux, toi, eux. Là, c'est mélangé, c'est un système d'initiative qui rappelle, on parlait de Donjons et Dragons, mais ça rappelle une partie de Donjons et Dragons, là, où est-ce que chaque bonhomme individuellement roule leur initiative, et là, on, on les joue tour à tour. Ce qui fait que rapidement, on va apprendre à focusser, si on veut, notre énergie sur le personnage qui s'en vient, le prochain personnage qui s'en vient dans l'initiative. Pourquoi? Parce que vous savez que c'est tout le temps toi qui joues si tu es en ordre, si vous me comprenez. Fait que les éléments stratégiques du jeu vont avoir beaucoup changé, puis notre priorisation ne sera pas la même que dans une game de XCOM classique. Non seulement ça, mais on garde qui appelle la Ant Hive. On garde un peu l'idée de fourmilière, c'est-à-dire qu'on n'est pas constamment en train de faire une opération tactique, mais on a un moment dans notre base où on va gosser sur notre stock, faire de la recherche, accumuler des ressources, augmenter des ressources dans d'autres endroits. C'est un mode qui est beaucoup plus simplifié, je vous dirais, et qui requiert moins de choix que le jeu d'XCOM classique, mais qu'on a quand même une impression, là, une bonne impression là, d'avoir affaire avec un jeu complet. Peut-être, là, je vais laisser Thierry parler, là, mais la dernière chose, c'est qu'il coûte fuck all. Le jeu, je pense qu'il est 15$ présentement sur Steam. Il est vraiment, le prix post-rabais va être des alentours de 20-25$. Donc, là, comparativement, mettons, un jeu qui va sortir va être 79 et 99. Là. Fait que c'est un jeu, clairement, là, on le vend moins cher, si vous voulez, là, que d'autres jeux. Donc, mais moi, je n'ai pas eu l'impression d'avoir un jeu qui avait la moitié du contenu qu'un jeu normal. J'en parlais quand on était en ronde. J'ai déjà joué 25 heures, moi, ce jeu-là. Fait que puis j'ai pas fini. Là, je me rapproche. J'ai l'impression qu'en 5 heures, j'ai peut-être 5 heures, peut-être 7 heures, j'ai capable de boucler l'histoire, mais j'ai pas l'impression que je fais affaire avec un jeu qui est fait à moitié. Une autre chose, c'est comparativement aux autres jeux XCOM, ce sera le dernier point que je vais faire. Je sais que j'avais dit que je faisais mon dernier point, mais je vais en faire un autre. C'est qu'on n'a pas plein de bonhommes génériques qui ont différentes classes, mais chacun des bonhommes a ses habilités à lui, ses habilités propres, ce qui va créer un petit problème, c'est-à-dire que de toute évidence, il y en a qui sont de la merde que tu ne vas jamais vouloir mettre dans ton escadron. Puis il y en a qui sont super bons, puis tu vas tout le temps les mettre dans ton escadron. C'est un peu le problème de Final Fantasy Tactics quand on y pense. Final Fantasy Tactics, il y a certains bonhommes qui tout d'un coup ont des habilités vraiment plus hautes que d'autres personnages, que les personnages génériques. Là. Fait que tu te retrouves que tu as beau vouloir avoir développé des personnages génériques, tu vas tout le temps jouer les personnages les plus hauts. C'est un peu la même affaire. Il y en a qui sont de façon inhérente meilleurs. Il y a un gars qui tire 2 fois par ronde, mais c'est sûr qu'il est 100 fois plus pratique que le dude qui a un bouclier et qui faut fuck all. Fait que, il y a des iniquités. C'est une faiblesse du jeu. Parce que vu que tu ne peux pas les changer, les personnages sont déjà préfaits, ben, ça veut dire que tu peux pas. Tu apprécies le look, mettons, du gros goon muton, mais tu trouves qu'il punch et qu'il est poche, ben, t'es pris. Tu peux pas. T'as pas cette liberté de choix-là là, qu'un jeu d'XCOM va avoir. Fait qu'on customise moins. Je sais pas toi, qu'est-ce que tu as pensé du jeu, Thierry? Ben, moi, je l'aime. Déjà, Turn-Based, c'est pas mal dans mes jeux préférés ces temps-ci. XCOM, Fire Emblem, c'est des jeux. J'aime avoir le temps de réfléchir à mon prochain move puis de sacrer quand ça marche pas.
J'aime les RTS aussi, mais le turn-based, je trouve que ça permet vraiment de mettre en place une stratégie du début à la fin. Ce qui est un peu une des faiblesses de cet opus-là, c'est que tous les combats commencent dans la mêlée. Les deux premiers, XCOM 1 et XCOM 2, tu plaçais tes bonhommes, tu avais tout le temps 2-3 rounds où tu t'étendais pour trouver l'ennemi puis lancer ton attaque. Tandis que là, c'est vraiment, tu commences puis tu es nez à nez avec l'adversaire. C'est différent. C'est tout le temps le même scénario de brèche, un peu comme une SWAT team qui débarque dans un building, qui va être le départ de l'action, en effet. Tu n'as pas la même stratégie de déplacement que dans les autres pour contrôler le terrain. Les maps sont plus petites. Là. Je ne sais pas si ça devient plus gros, là, plus loin dans le jeu, là, mais c'est pas des très grosses maps. Là. On est vraiment en 2 déplacements, tu fais le tour de la map, puis pas le tour, là, mais d'un bout à l'autre. Mais sinon, pour ce que j'ai joué à date, j'aime beaucoup. Comme tu mentionnais, les personnages, c'est limité. Tu peux moins les. Tu as encore l'espèce de skill tree là, où tu fais des choix à quelques niveaux. Pour décider là, si un personnage va être plus défensif. Sur 5 habilités, on va avoir 2 choix. Mais un peu comme dans les autres classes, dans les autres jeux, tu avais le sniper et tout ça, souvent les choix, c'est des no-brainers où tu dis, ben. Ouais. Oui, je pourrais aller pour l'autre, mais il n'y a pas de raison de prendre. C'est ça, pourquoi je prendrais l'autre. Ouais. Puis là, c'est peut-être un style de jeu, mais même, tu sais, je vois pas. Des fois, les XCOM te donnent des choix où c'est des non-choix. Il y a là, des fois, dans les choix de mission, tu compares 2 missions, tu te dis, ouais, mais pourquoi je ferais l'autre? Mais ça, bon, c'est un bon point que tu fais. C'est que tu as une illusion de choix de temps en temps où est-ce que tu vas tout le temps prendre A, tu ne vas jamais prendre B. Puis ça, je te dirais que c'est peut-être le bout où est-ce que j'ai l'impression que le jeu a l'air d'avoir été un peu rushé dans sa sortie, où est-ce que ce genre de choses-là ne sont pas nécessairement calibrées adéquatement, puis qu'un peu plus de temps de testage aurait peut-être altéré ce genre de dynamique-là. Peut-être, oui. Peut-être. J'aime le tour d'initiative, ça fait différent. Je ne dis pas que ça serait bon de le garder pour un jeu complet plus tard, mais je trouve que ça change la stratégie, l'approche des combats, comme tu mentionnais. Au lieu d'essayer de tuer le plus gros ennemi tout le temps en premier, tu y vas pour le prochain qui va te faire mal. Ça change complètement l'approche des combats à ce niveau-là. Surtout qu'après un 3e opus, ça doit être rafraîchissant un petit peu d'avoir quelque chose de différent dans le combat, là, d'avoir un élément stratégique de plus à en tenir compte. Exact. C'est un peu comme la différence entre XCOM 1 et XCOM 2. Pour ceux qui ont joué aux 2 jeux, le XCOM 1 est très classique. Tes bonhommes débarquent, bon, le tour arrive. XCOM 2, tu as généralement un timer, ton équipe est infiltrée, puis il faut qu'on gère et camoufler. Quand est-ce qu'on va se révéler? Là, c'est juste comme une autre étape dans cette transition-là. Puis je trouve que, du moins, puis là, vous m'avez vu de très, très proche, je trouve que c'est là que Firaxis fait vraiment une super bonne job de. T'as jamais vraiment brisé les piliers de ce qu'on s'attend de ce type de jeu-là. Ils réussissent à les brasser juste assez pour qu'on ait une nouvelle expérience à chaque fois. Que ce soit pas juste l'histoire qui change ou qui avance, mais que ce soit vraiment la mécanique elle-même. Puis, que ce soit mieux ou pas, c'est différent, puis c'est suffisant pour le joueur. En tout cas, moi, c'est suffisant pour moi pour me dire, OK, cool, j'ai le choix de jouer aux 2 puis à celui-là, ben, je vais faire celui-là, la mécanique ne me dérange pas, puis j'aime l'essayer, puis je vais retourner aux 2 après, puis je vais être content d'avoir une mécanique différente. Il y a le 1, moi, que ça fait longtemps que je n'ai pas rejoué, mais je pense pas que. Je pense qu'ils ont modifié le stock de façon assez importante que je ne sois plus tant intéressé que ça à jouer à 1. Je ferai le test à un moment donné pour. Écoute, j'ai même pas encore fait l'expansion War of the Chosen. Tu devrais, ça vaut je sais, mais c'est un cas classique de j'attends le bon moment, là, parce que je sais que ça va me prendre un bon quelques dizaines d'heures. J'ai jamais fini. C'est un de mes jeux préférés. J'ai 400 heures dessus. J'ai jamais fini. Mais une des raisons pourquoi je ne l'ai jamais fini, c'est quand moi je suis prête un peu à terminer, là, si on veut, ben, il y a tout le temps un événement qui arrive dans une game d'XCOM où est-ce que tu vas aller à la base, tu es en train de te préparer à aller à 2-3 bases, faire quelque chose. Puis là, ben, quelqu'un à Tombouctou a décidé qu'il y avait une alerte. Puis là, ben, c'est ça qui t'est pogné en peur. Puis tu fais une mission. T'es comme dérangé. Ça, c'est quelque chose qu'il n'y a pas dans ce jeu-là. C'est vraiment, vraiment hot. C'est-à-dire que tu sais que ta mission importante va être dans 16 jours. Il y a comme un déroulement
qu'on fait, c'est une enquête. Fait il arrive un événement déclencheur au début, il y a un crime. On a trois enquêtes qui vont nous permettre de nous donner les informations nécessaires pour pouvoir trouver la solution. C'est qui a créé notre crime original. Puis on va ouvrir un dossier, on va faire un bout de cette enquête-là. Quand on la termine, on chiffre de dossier. En gros, c'est ça. Chacun des dossiers va nous donner des genres d'ennemis différents. Une, ça va être des psioniques, d'autres, ça va être des robots. Bon, l'autre va être pratiquement exclusivement des extraterrestres. Fait que chacun des dossiers va nous donner des choix. Ces dossiers-là, il y a une série de missions. Il y a un moment donné où est-ce que ces missions-là vont bifurquer. Tu peux prendre le choix A, choix B. Chacun des choix va t'apporter un malus. Puis éventuellement, tu as une conclusion, une sorte de boss de la fin. Le leader d'une faction, en gros, post-guerre humain extraterrestre. Puis bon, pourquoi c'est un méchant dans notre histoire. Fait que structurellement, c'est intéressant, mais ça veut dire qu'on a tout le temps quelque chose qu'on suit. On est tout le temps sur la même track. Et on ne se fait jamais un peu déranger par le stock par rapport à côté. C'est comme si tu avais moins de side quests puis plus de quêtes principales, dans le fond. Puis pourtant, ce que tu réalises, c'est que le jeu triche constamment en mettant des side quests. Là. Ouais. Mais parce que tu sais que dans 16 jours, tu as ta mission principale, parce que chaque fois que tu cliques, à chaque fois que tu fais une mission, il y a un jour qui passe. Fait que, vu que tu sais que dans 16 jours, tu as ta mission principale, tu n'as pas l'impression de te faire tricher ou de te faire mettre des embûches qui n'ont pas rapport. Tu sais déjà quand est-ce que tu vas pouvoir continuer à avancer. Puis ça, je dirais secrètement, c'est peut-être une des grosses améliorations de la recette d'XCOM, ce petit changement de pacing-là qui se produit. Ouais. Deux choses qui conservent que j'aime bien, là, c'est le timer, en fait, là, qui met fin à ta game. Là, si tu perds, l'élément de chaos. Dans les premiers, c'était les extraterrestres, en fait, qui contrôlent la Terre. Mm-hmm. Dans celui-là, c'est ta ville qui sombre dans l'anarchie, essentiellement. Là, puis encore une fois, ils réussissent à te mettre suffisamment de pression, à te forcer des choix. Parce que, Quel niveau de difficulté tu joues? Expert, là, pas Mongol, l'autre en dessous. Là. Okay. Moi, j'ai joué un peu plus facile, là, je te dis. J'ai joué normal à ma première partie, puis je te dirais que je le regrette. J'aurais aimé ça la coche d'après. Je ne joue plus à des jeux en mode normal. Tous mes jeux, je les mets en mode expert. Je trouve que, oui, les débuts sont plus difficiles. Au début, tu rushes, mais tu as une meilleure expérience de jeu, je trouve. Les jeux sont faits pour être joués en mode expert. En général, je te dis, comme je vais me répéter, mais je le regrette. Parce que j'ai pas eu un point d'anarchie qui a persisté. Ah ouais. Hein? À date. Ça fait que le timer, fait que il y a 10 points d'anarchie qu'on pogne. Un timer, tu as un moment donné où est-ce que la game va finir parce que tu n'es pas bon, là, en gros. Au mode normal, je pense qu'il faut vraiment être pourri pour se rendre à un point où est-ce que ce timer-là se ferait déclencher là, puis que tu perdrais. Fait que là, ça, ils ont réussi à bien le transférer là, à un mode plus petit, là, la dimension de la ville. L'autre chose aussi, je ne sais pas si tu as remarqué, mais il n'y a pas de cinématique. C'est un jeu où les cinématiques, c'est des cartoons, en fait. Il y a le voice acting qui est là, qui est très, très apprécié. Ouais. Mais on a des images fixes là, qui nous dévoilent l'histoire au fur et à mesure qu'elle avance. Très BD, là. Exactement. Ça probablement en lien avec le temps de développement et avec le coût du jeu, nécessairement. Tu n'as pas de cinématique. Mais c'est pas négatif, là, c'est vraiment. Ça fait plus, c'est ça, petit jeu. Là. Mais moi, j'ai pas joué, j'ai regardé du monde. Ouais. J'ai pas joué, mais j'ai regardé du monde jouer, puis je trouvais ça quand même beau. C'est pas, comme tu disais, c'est pas négatif le fait qu'il n'y ait pas nécessairement de cinématique. C'est quand même le fun quand tu dis que tu as payé un prix intéressant en économisant quelque part là-dessus. Là, puis c'est de l'artwork de qualité. Là, ouais. C'est pas... T'as pas l'impression que comme ils ont demandé à un enfant de 12 ans avec une boîte de Crayola puis de faire les dessins. Là. Non, c'est ça, exact. Puis t'as le voice acting quand même qui suit, fait que t'es vraiment t'es dans le même... l'expérience de l'histoire est la même. Là. Le petit détail par rapport au cycle de développement court, qui d'après moi est problématique, il y a une couple d'erreurs un peu basiques, comme des erreurs d'anglais. Là. On se réfère tout le temps au personnage au pluriel, alors qu'il est au singulier. Ouais, mais ça, c'est peut-être un choix moderne, non genré, en fait. Écoute, peut-être, mais
L'impression que j'ai, moi, c'est plus écrit weird. Il y a des peut-être. erreurs d'anglais dans le jeu. Il y a un moment donné où est-ce que, exemple, deux personnages, on va les entendre en version audio se parler, puis il y a un des personnages qui fait des jokes sur l'accent anglais de l'autre. Or, ce personnage-là a une fois sur deux pas d'accent anglais british. Fait que tu fais comme, OK, ben, il vous manque un bout là, dans votre histoire, mais puis, il n'y a pas de constance. Il y a des glitches. J'ai trouvé une manière, exemple, d'empêcher les renforcements de venir sur ma carte. À un moment donné, ouais. Okay. Fait que il y a des glitches et des exploits que, encore là, il y a peut-être il manque peut-être un mois de playtesting pour le jeu. Rien, puis j'ai eu un crash, c'est-à-dire que si mon personnage tuait l'autre personnage d'une manière X, ça faisait que le jeu, il débloquait plus. Écoute, ça, dans ma campagne Iron Man de XCOM 1, ça m'était arrivé dans la dernière mission. Ben, tu vois pourquoi je ne jouerai jamais Iron Man. Et voilà, ça l'a mis fin au Iron Man. C'est le fun, là, l'apparition du Iron Man, mais là, tu as un jeu qui bug dans ta dernière ligne droite. Tu ne peux pas sauvegarder, puis t'es pris. C'est ça. À moins que je me trompe, il y a une version plus hardcore qu'Iron Man dans cette version-là. Il y a une version qui délite ton save si tu meurs. Fait que c'est quand même assez hardcore là, comme truc. Ça, c'est l'effet d'avoir 11 personnages fixes. Là. Ils peuvent se permettre, ou en tout cas, ils doivent changer la mécanique d'échec de mission parce que s'il y a un des 11 personnages qui meurt, ben, je ne sais pas si ça affecte l'histoire, mais. Non, mais ça, tu peux pas. Tu peux pas. Si un de tes personnages, parce que tes personnages, quand ils se font tirer, ils bleed out. Fait qu'en gros, il faut que tu les stabilises. Et tu as des séquences. Fait que, en gros, on arrive, on fait une brèche, on débarque, mes 4 personnages sont là, flingue une gang de personnes, mais c'est pas terminé. Il faut que j'aille dans la prochaine pièce. Okay? Fait que là, on va faire une autre brèche, puis on va arriver. Si un de mes personnages était à terre et saignait, on le sauve et on le remplace avec un androïde. Là, il y a comme un robot qui, lui, accumule pas de points d'expérience, qui va débarquer puis qui va t'amener un peu dans la suite du jeu. Fait que, on veut avoir un androïde en bonne santé puis l'entretenir un peu là, pour ça arrive. Et un des enjeux que j'ai trouvé dans le jeu, c'est que dans certaines missions, le jeu se met à tricher. C'est-à-dire que il y a une des missions où est-ce que tu as du monde qui apparaissent, là. Il y en a 12 d'une force incroyable avec de l'armure mur à mur, où est-ce que c'est absolument impossible de tuer tout ce monde-là. Puis tu es absolument submergé. Puis la seule, il a fallu que je le recommence 3 à 4 fois. Ouais. Il a fallu que je joue d'un save. Il a fallu à un moment donné que je fasse du save scumming, c'est-à-dire save, reload pour être sûr certain que je ne me fasse pas tirer. Et malgré toutes ces méthodes de trichage-là, puis tu sais, je vous rappelle, là, j'ai 400 heures d'extrême dans la vie. Là. J'ai déjà joué, puis je suis pas mauvais. Là, tu sais qu'il faut que tu te mettes en cover après avoir tiré. Exactement. Avant de tirer, en fait. Ben, j'avais 4 personnages qui étaient sur le cul, puis il y en a un qui restait à la dernière barre de points de vie pour que là, puis finalement, j'ai tué le dernier gars qui était dans la pièce. Fait que, tu sais, il y a des bouts où est-ce que tu fais... Le jeu triche un peu là, pour gagner, là, si on veut. Ouais. Fait que ça, c'est un des avantages. Je fais référence à ça. Moi, j'ai l'impression que le jeu n'a pas été playtesté Warhammer parce que aujourd'hui, en fait, demain, à soir à minuit, demain matin, il y a Gears Tactics qui va sortir, qui est un jeu à 79,99, qui est un gros jeu, en gros, qui est exactement le même genre de jeu. Ah. C'est mur à mur. C'est un clone de XCOM ou presque, avec des variations. Puis, on est dans un phénomène d'invasion extraterrestre. Il y a comme des composantes qui vont être différentes. Puis, c'est Gears of War. Là, fait que, tu sais, on a un gun qui a une chainsaw strappée avec, qu'on va fendre du monde en deux. C'est intimement... Et j'ai l'impression qu'on a vu ça venir et on va sortir notre jeu un peu plus rapidement. Question de ne pas perdre la mise. Moi, c'est le feeling que j'ai. Ouais, ben tu sais, maintenant, t'en parles comme ça, puis c'est vrai que ça donne cette impression-là qu'ils ont voulu sortir un jeu un peu plus rapidement pour profiter d'une fenêtre d'opportunité. C'est un super bon jeu, mais c'est un des mini-points négatifs que j'ai par rapport à ce jeu-là. C'est qu'il y a comme un manque de polish de temps en temps. Mais sinon, c'est un jeu d'XCOM. Si tu aimes la franchise XCOM, ben, la franchise moderne d'XCOM,
tu vas aimer celui-là, puis c'est un bon entre-deux en attendant autre chose. Puis ce qui est le fun, c'est que ça continue l'histoire. Tu sais, autant, moi, ce que j'avais adoré du deuxième, c'est qu'il commençait avec la prémisse que ben, t'as perdu. Là, c'est le fun, il continue, les extraterrestres ont été chassés, mais il y a encore des humains, il y a des hybrides, il y a des extraterrestres. Fait que l'histoire continue, c'est le fun. On n'a pas l'impression d'avoir joué pour rien. Non, exact. On a l'impression que qu'est-ce qu'on aura fait comme mission aura valu la peine. Je viens de le confirmer. 14,99 pour 15$, ça ne vaut pas la peine de ne pas acheter ce jeu-là. Ah non, ça vaut. Niaiseux, ce que je suis en train de dire, mais. Surtout en période de confinement. Ouais, ben. Puis si c'est notre genre de jeu aussi. Là, oui, évidemment. Mais 14,99, c'est rien pour la qualité que ça représente. Comme je dis, là, moi j'ai 25 heures de jeu, je vais en avoir 35. Puis c'est un jeu que je vais mettre dans mon cycle de quand c'est le temps des fêtes, j'ai envie de refaire une game d'XCOM. C'est sûr que je vais rejoindre un jeu à ce jeu-là. Toi dernière question, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, là, mais toi qui aimes beaucoup personnaliser tes personnages, Alex, comment tu as trouvé le fait qu'il y avait des personnages pré-créés que tu ne pouvais pas Aucun vraiment... problème. Ça, c'est la boîte que j'ai trouvé le plus impressionnant. Aucun problème. Zéro pin bar. Tu vois, moi, ça m'a dérangé. Mais en fait, non, c'est pas vrai. Ce qui m'a dérangé, c'est quand j'ai vu la fonction changer les armures. Là, j'étais tout excité de le voir. Puis, non. C'est comme décider qu'elle est bleue ou qu'elle est rose. Là. Ouais, c'est ça. C'est ça le gros de ton choix. Exact. C'était comme un autre faux choix. Ouais, la personnalité puis le design des personnages est adéquat. Okay. Le problème, comme je te dis, c'est que tu peux juste tout le temps, tu peux juste en avoir 4. Il n'y a aucune manière d'en avoir plus. Juste en avoir 4 sur le terrain. Fait que tu vas tout le temps utiliser les 4 mains. Ouais. Mais ce qui est cool, c'est que ça leur a permis de faire 3 petits paragraphes descriptifs du background de ces personnages-là. Fait que les 11 ont une raison d'être là. Ils te l'expliquent pourquoi ils sont là. Tu as des extraterrestres qui n'aiment pas les humains qui sont quand même là. Tu as des humains qui ont vécu dans les camps de concentration. Ils ont réussi à développer des petits backgrounds le fun à lire là, pour découvrir les personnages. On arrive pas mal à la fin de l'épisode. Merci beaucoup Thierry d'être venu nous en parler. Merci de l'invitation, les gars. Merci Alex. Bonne semaine. Bonne semaine. Ciao. Salut.